Conseil de guerre de Sven Hassel, lu par Hugues Louagie pour Saga Egmont. À la mémoire d'Ernst Ruben Laguxen, commandant du régiment blindé finlandais, régiment de dragons du Nyland. Le grand malheur du soldat allemand, c'est de persister à croire qu'il a encore une raison sensée de poursuivre la résistance et de perdre la vie. Jour après jour, il continue à faire des sacrifices inhumains pour une cause perdue depuis longtemps. Déclaration du colonel Graf von Stauffenberg, peu de temps avant son exécution, le 20 juillet 1944. Je dédie ce livre à la ville de Barcelone, qui a fait preuve à mon égard d'une hospitalité exceptionnelle et où j'ai écrit la majorité de mes livres. Ce n'est plus vraiment une affaire de perdre un pied ou une jambe. Ils te fabriquent maintenant des membres artificiels avec des jointures qui marchent souvent mieux que les vrais. Et puis, si tu attrapes de l'arthrite, tu pourras toujours te soigner avec une burette d'huile. Ainsi parlait Porta à Petit Frère à quelques 200 km au nord du cercle polaire arctique. Avec un gloussement de plaisir, Porta invite la fille à prendre place sur la souche vermoulue où nous sommes assis. Elle rit, et l'écho de sa voix se répercute longuement dans la forêt. La jupe grise de son uniforme d'été est faite d'un tissu léger et transparent. Elle est debout face à nous, et le soleil dans son dos nous révèle les formes de son corps. Nous voudrions qu'elle reste ainsi jusqu'à la fin des temps. Sa chevelure est dorée comme un champ de blé mûr. Elle ne parle pas allemand et pour nous comprendre, nous utilisons une langue universelle hautement pittoresque. Porta parle quelque chose qu'il prétend être du finnois, mais la fille ne le comprend pas. Tout à coup, des gerbes d'eau giclent à la surface du fleuve. On dirait de grosses gouttes de pluie. « Ils tirent, perdent leur temps », commande Grégor laconique. « Et ils gâchent leur poudre à cette distance », ajoute le vieux en allumant sa pipe à couvercle d'argent. Sur le fleuve, les petites gerbes ont l'air de se courir les unes après les autres. « Vous n'avez pas peur ?» demande la fille en lissant sa jupe. « Non », répond Porta avec un rire détendu. « Ils sont plutôt pitoyables, ces imbéciles à s'exciter comme ça sur leur gâchette. »« Moi, c'est la première fois que je les vois tirer, » dit la fille en tendant le cou pour mieux se rendre compte. « On n'a qu'à aller regarder d'un peu plus près », propose Porta en lui donnant la main pour l'aider à se relever. « D'ici, on peut leur rire au nez sans aucun risque. »« Est-ce que vous pourriez me prendre en photo ?» demande-t-elle en tendant un Leica à Heide. Elle se campe au sommet de la butte. Heide cadre de manière à ce que les gerbes d'eau soulevées par les projectiles apparaissent bien sur la photographie. « Maintenant, on va en faire une entre Petit Frère et moi, » suggère Porta avec un grand sourire. Heide s'accroupit comme un vrai photographe professionnel. En riant, la fille passe ses bras autour des épaules des deux hommes. La balle explosive lui emporte la moitié du visage. Porta est maculé de sang, de chair et de débris d'eau. Une oreille arrachée pend comme une médaille sur la poitrine de Petit Frère. « Un tireur d'élite !» s'écrie le colosse. « Un putain de tireur d'élite embusqué !» Il se jette à terre près de Porta. Il repousse le cadavre de la fille devant eux pour se protéger. Le pont. « Deuxième section, préparez-vous à reprendre la route !» ordonne le vieux en mettant son pistolet mitrailleur en bandoulière. Il paraît fatigué, abattu. Son visage est couvert d'une barbe grise de 3 jours. Sa vieille pipe à couvercle d'argent pend tristement au coin de sa bouche. Quelques hommes se lèvent et commencent à rassembler leurs armes et leurs bardas. Porta et Petit Frère, eux, restent douillettement blottis dans le trou où ils se sont installés. On dirait que ce remue-ménage ne les concerne en aucune manière. Heide s'approche en bombant le torse pour bien faire valoir l'importance de son grade. D'une voix autoritaire, il lance. « Alors, vous n'avez pas entendu les ordres ?
Le v'là encore qui la ramène, celui-là, grogne petit frère en pointant son PM dans la direction de Hyde. Qu'est-ce qu'on lui fait? À la première occasion propice, on le descend, réplique Porta d'un ton sec. J'ai une bonne idée, fait petit frère triomphal. On n'a qu'à le ligoter sur ce putain de pont avant d'appuyer sur la poignée. Comme ça, on le liquide et on l'incinère du même coup. Pas mal, non? Espèce de pourceau, crache haineusement Hyde en tournant les talons. Allez, agitez-vous un peu, bande de tirs au cul, crie le vieux en bousculant Porta. T'as pas très bien pigé le film, réplique ce dernier d'un air dégagé. Moi, je ne bouge pas d'un poil avant d'avoir pris mon café. Et petit frère de se lancer dans les préparatifs du petit déjeuner. Bientôt, un feu crépite joyeusement, sur lequel le géant pose une gamelle emplie de neige. Le visage du vieux vire au rouge cuivre. « Non mais où vous croyez ?» hurle-t-il. « Vous avez 5 secondes pour vous lever. Sinon, je vais vous préparer un de ces petits déjeuners que vous n'êtes pas prêts d'oublier. » Il fait tournoyer son kalachnikov au-dessus de sa tête comme une massue. La crosse siffle aux oreilles de Porta qui s'aplatit juste à temps. « Saloperie de vieux boche, t'as bien failli m'avoir. C'est pas des manières de taper comme ça sur les gens simplement parce qu'ils veulent du café pour leur petit déjeuner. »« Je t'en foutrais, moi, du café !» explose le vieux excédé. « Mais où tu te crois ? Dans un quart de touristes qui vont admirer les aurores boréales ? » « Peu importe où je me crois, » réplique Porta têtu, « mais je veux mon café. Mon cerveau est incapable de se mettre en branle tant que je n'ai pas avalé mon jus. » « Il a raison, » approuve petit frère. « Il y a des limites à tous les abus, même dans cette putain d'armée. Et d'abord, on y a droit à notre petit déjeuner. C'est écrit dans le règlement. Même chez les Popov, tous les traînes savates ont droit à leur jus de chaussette avant de se mettre en route pour venir prendre notre plomb dans les tripes. Droit au café, vocifère le vieux ivre de fureur. Tu n'as même pas le droit de péter sans autorisation. Maintenant, ramassez-moi votre bordel et levez vos culs en 4e vitesse, sans quoi je vous truffe de dragées. » D'un air mauvais, Hyde l'encourage. « Allez-y, mon adjudant, faites-le, finissons-en tout de suite. » Porta verse de l'eau sur le café. Un arôme alléchant se répand dans la clairière. Les narines frémissent. Les hommes qui s'étaient levés sont de nouveau assis. Tout le monde se presse autour de Porta, qui sert le café. Même le vieux accepte de mauvaise grâce le gobelet que lui offre courtoisement petit frère. « Allez tous au diable !» grommelle-t-il. « Cette section est bien la plus pourrie de toute la Wehrmacht. Et naturellement, il a fallu que ce soit sur moi qu'elle tombe. Un ramassis de peigne-cul, voilà de quoi j'ai écopé. » « Oh, ça, c'est vraiment pas un monsieur comme il faut, » fait remarquer petit frère à l'intention de Porta. « Tu parles, » répond Porta. « Avant la guerre, c'était qu'un petit prolo baise-menu, à peu près aussi utile à l'humanité qu'un trou au milieu du crâne. » Petit frère s'étrangle de rire. À son goût, la réflexion de Porta est sans aucun doute le meilleur trait d'humour de la saison. « Et vous supportez ça ?» demande Guri le lapon. Son visage se fend en deux avec le sourire grimaçant typique des gens de sa race. « Certainement pas !» s'exclame le vieux avec véhémence. « Vous m'avez tous bien entendu ? J'ai donné un ordre précis. Section, en avant, marche !»
« Gueule pas si fort !» lui conseille Porta. « C'est pas recommandé de brailler en allemand dans ce coin, ça pourrait étonner les voisins. » « Ça commence vraiment à bien faire !» rugit le vieux en mettant son PM à la hanche. « Tire, et t'es un homme mort !» fait petit frère menaçant en pointant son PM sur lui. « Allez, laisse le peuple prendre son jus en paix, » dit Porta avec un air exaspéré. « En ce qui me concerne, il n'y aura pas de guerre tant que je ne me serai pas rincé les amygdales. » Le vieux abandonne la partie. « J'en ai vraiment plein le cul de vous tous !» s'exclame-t-il rageusement en lançant sa toque russe dans les fourrés. « Fais gaffe !» avertit petit frère d'un ton amical. « C'est pas simplement pour faire joli qu'on nous a donné ces petits galurins. Maintenant, tu vas te geler les tifs. » Paisiblement, Porta prépare une seconde tournée de café. Pour le petit déjeuner, sa ration ordinaire est de 7 tasses. D'une voix dangereusement calme, le vieux demande. « Pouvez-vous me dire combien de temps va encore durer cette petite séance ?» De nouveau, Porta emplit les gobelets que nous lui tendons. « Ça va, fait-il très posément. Il n'y a que les imbéciles pour croire que des types vont accepter d'aller cavaler sur toute la surface du globe sans même avoir avalé leur jus. » Le vieux accepte une nouvelle ration en secouant la tête d'un air las. Mais il bondit lorsque petit frère entreprend de faire griller des tartines. « Dès notre retour, je te fous un rapport au cul !» profère-t-il d'une voix tremblante de colère. « Pour refus d'obéissance !» Porta se tourne alors vers le légionnaire. « Dis-moi, c'est bien toi le plus vieux de ce petit club de tir. Peux-tu me dire si, dans la Légion étrangère, ils avaient l'habitude de vous envoyer vous faire couper la gorge par les musulmans sans vous être mis une tasse de café derrière la cravate ?»« Non, mon ami, » répond le légionnaire, « je ne me rappelle pas que ce soit arrivé une seule fois. » Il sait parfaitement que se risquer à contredire Porta serait une très grave erreur tactique, une source d'ennuis les plus funestes, et tout particulièrement sur une question relative au café du matin. Le vieux est à bout. Il jette à terre le contenu de son gobelet et donne un violent coup de pied dans les tartines qui s'échappent des mains de petit frère. « Allez, hop ! Debout maintenant, ça suffit !»« Allons, allons !» sermonne Porta. « On n'agit pas de la sorte avec de la bonne nourriture. Tu ne sais pas si tu n'auras pas bientôt faim toi-même, et plus tôt que tu ne le penses peut-être. »« Je te l'ai déjà dit et je te le répète, c'est vraiment pas un monsieur comme il faut. » soupire petit frère en ramassant soigneusement les tartines éparpillées sur le sol. « Surveille ta tension artérielle, vieux boche !» lui conseille Porta. « Tu ne feras pas de vieux os si tu continues à t'énerver comme ça. » Peu après cet intermède mouvementé, nous reprenons la route. Nous progressons tant bien que mal, glissant et trébuchant le long des pentes abruptes. Vers l'heure du déjeuner, nous atteignons une route conduisant à un port libre de glace, très loin vers le nord. Légèrement à l'est passe une célèbre ligne de chemin de fer dont la construction a coûté la vie à des milliers et des milliers de prisonniers. La rumeur veut même qu'elle soit édifiée sur des ossements humains. Nous nous allongeons dans la neige. D'interminables convois de véhicules défilent sous nos yeux. Après une courte pause, le vieux ordonne. « Derrière moi en file indienne. Maintenant, on prend la route.
Si quelqu'un nous pose des questions, seuls ceux qui parlent couramment le russe sont autorisés à répondre. Les autres sont tout simplement sourds et muets. Compris ? Nom de Dieu, bredouille le légionnaire mal à l'aise. Pourvu que les Ruskov ne se doutent de rien. D'où Jésus, grommelle amèrement le Westphalien. C'est bien la dernière fois que je pars en vadrouille derrière les lignes ennemies. Dès qu'on sera rentré, je me tire une balle dans le pied. Je ne te le conseille pas, lui dit Porta avec un sourire sarcastique. Ils te couperont les couilles s'ils s'aperçoivent que tu l'as fait exprès. À quelque distance au nord-est de Glenegorsk, nous trouvons le premier pont camouflé. Sur une voie remarquablement bien dissimulée, 4 longs trains de marchandises attendent le feu vert. Un 5e est arrêté environ 2 kilomètres plus loin. Nous préparons les explosifs à la lisière de la forêt. Nous avons 5 traîneaux chargés de bombes synchronisées d'un type entièrement nouveau et que nous n'avons jamais utilisé jusqu'à présent. Porta et moi sommes désignés pour le premier tour de garde. Et c'est bien le cadet de nos soucis. De toute manière, nous n'aurions pas pu dormir tellement nous sommes bourrés de pilules de pervitine. Les Russes appellent cela le Prichok-Porok. Une seule de ces pilules est capable de vous maintenir en éveil pendant 1 semaine complète. C'est bien souvent grâce à elle que les hommes qui s'aventurent derrière les lignes ennemies doivent de garder la vie sauve. Porta allume une cigarette. « Tu es cinglé, lui dis-je. On va te voir jusqu'à Mourmansk. »« Pisse pas dans ton caleçon, petit gars, grommelle-t-il. Les vaillants soldats rouges fument toute la nuit par ici. Pourquoi pas moi ? Ce sera ta faute si on se fait liquider. T'inquiète pas, t'auras même pas le temps de te sentir mourir, réplique-t-il d'un ton exaspéré. Et il tire une longue bouffée, de façon à ce que sa cigarette produise une belle lueur rougeoyante. Le lendemain matin de bonne heure a lieu le cours de Haydée, notre spécialiste en matière d'explosifs. Il se campe sur un tronc d'arbre afin d'avoir une bonne vue de tous les hommes. « Écoutez-moi, crie-t-il, et ouvrez bien grandes vos oreilles. Bande de trous du cul. Comme vous pouvez le voir, ce que j'ai dans la main ressemble à un morceau de pâte à modeler. Et, en effet, vous pouvez faire pratiquement tout ce que vous voulez avec sans qu'il se passe quoi que ce soit. Si vous le jetez dans le feu, tout ce que vous obtiendrez, c'est un tas épais et gluant. On dirait du chewing-gum mâché, mais ça n'en est pas. Cette saloperie se compose pour 1/4 de thermite mélangé à un oxyde métallique et pour le reste de plastique. « C'est quoi le plastique ?» demande petit frère avec un air idiot. « T'occupe pas. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que ça s'appelle du plastique. » Haydée nous montre maintenant un tube de cuivre. Voici un tube de cuivre et d'aluminium contenant un détonateur. « C'est quoi un détonateur ?» interroge petit frère en levant la main comme un écolier. « Qu'est-ce que ça peut te foutre ?» explose Haydée. « Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que ça s'appelle un détonateur et cesse de m'interrompre avec tes questions imbéciles. Je vais t'expliquer tout ce que tu as besoin de savoir et ce sera bien suffisant. » Donc, comme vous pouvez l'observer, il y a 8 renflements sur ce tube. Chacun d'eux représente un laps de temps donné. Nous pouvons ainsi choisir le moment de la mise à feu. Le repère inférieur correspond à 2 minutes, et je vous déconseille fortement de l'utiliser. Le repère supérieur correspond à 2 heures. Le tube, proprement dit, et il l'exhibe fièrement, comme s'il en était lui-même l'inventeur, contient un composé de mercure. Vous croquez cette petite capsule de verre que vous voyez là, l'acide descend et ronge le dispositif qui maintient le percuteur en position. Le processus est enclenché. « Et alors, ça te fait un méchant boum !»
crie petit frère en ponctuant sa remarque d'un rire gras. « Abruti !» fait Hyde furieux. « Je t'ordonne de cesser immédiatement ces interruptions stupides. Est-ce que tu vas un jour te mettre dans le crâne que c'est moi, le sergent, et que je suis ton supérieur ?» « Ça va, t'es sergent, j'ai compris. Même que si t'avais été dans la marine, t'aurais été second maître. Et que si t'avais été dans un régiment d'artillerie, t'aurais été maréchal des logis. Par contre, si t'avais été dans les parachutistes, comme Grégor ici présent, t'aurais été... » Préférant l'ignorer, Hyde poursuit avec un air supérieur. La détonation produit une chaleur intense, et c'est cela qui provoque l'explosion de la masse de plastique. « Et ça fait boum !» s'exclame joyeusement petit frère. Hyde lui adresse un regard meurtrier. Tous les métaux, même les aciers lourds, fondent en quelques secondes. Sans ce merveilleux petit appareil, je parle du détonateur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec le plastique, il ne vous arrivera rien. Vous aurez peut-être les doigts un peu poisseux, c'est tout. Vous pouvez vous en bourrer les poches et sauter dans un feu, cela n'explosera pas. Vous pouvez l'écraser au marteau-pilon. Aucune réaction. Par contre, une fois que le détonateur a fonctionné, gare à vous, sauf qui peut. Dès que vous avez cassé la capsule de verre, filez vous mettre à l'abri. En principe, il ne faut pas rester à moins de 55 mètres du centre de l'explosion. À une distance inférieure, le souffle vous ferait cracher vos poumons par la gorge et par le trou du cul. Pour ma part, je préfère recommander 10 mètres de plus. Pendant mon instruction au dépôt de munitions de Bamberg, j'ai vu 2 experts en explosifs rester sur le carreau. Ils avaient cru pouvoir faire joujou avec des bombes à retardement. Ah, Bamberg, ça me rappelle des bons souvenirs, fait petit frère d'un ton guilleret. On y faisait péter des camions et des trains avec un machin qu'ils appelaient du TNT. Moi aussi, quand j'y étais, il y a 2 types des explosifs qui ont pris un aller simple pour le paradis. Il y en a un, il était dans son lit. On s'est aperçu après que c'était un vilain caporal qui lui avait collé une charge sous son plumard pour l'envoyer rejoindre ses ancêtres. « Chef de peloton, rassemblement sur moi !» ordonne brusquement le vieux. Notre équipe est désignée pour se charger du pont situé au nord de Pulozero. Les Russes ont planté des arbres pour le dissimuler. Le travail est vraiment bien fait. Nous ne sommes qu'à quelques mètres du pont lorsque nous le découvrons. Il s'agit d'un immense édifice sur lequel passent 2 voies de chemin de fer. De l'autre côté, c'est la Laponie. Notre détachement a pour mission de faire sauter des ponts et des barrages jusqu'à Pitkul, c'est-à-dire sur une distance d'environ 150 km. Si nous menons cette mission à bien, cela devrait avoir pour effet de mettre les voies ferrées et les plus grandes routes hors service durant un laps de temps considérable. Je me demande s'ils nous donneront une permission après tout ça, lance petit frère avec une lueur rêveuse dans le regard. J'irais bien faire un tour à la maison et voir comment ça se passe sur le Reeperbahn. Tu parles, fait Barcelona d'un ton désabusé, et nous pèterons au nez et nous enverrons aussi sec faire un tour ailleurs. On n'aura même pas le temps de passer au sauna. J'aurais dû me faire finlandais, déclare Porta. Eux, au moins, ils sont traités comme des êtres humains. Allons, reprend Grégor optimiste. Il ne faut pas voir que le mauvais côté des choses. Tu peux être sûr qu'on aura droit à notre petite médaille pour cela. Grégor aime la quincaillerie au moins autant que Hyde. Le légionnaire le considère d'un œil là et dit « Moi,
Tout ce que je demande, c'est la bonne blessure avec exemption à la clé. Estimez-vous heureux simplement si vous vous en tirez vivant, tranche le vieux. Ah ouais? Fait petit frère. Bon alors, on y va faire péter ces ponts? On n'a pas souvent l'occasion de rigoler dans cette putain de guerre. On nous distribue les explosifs. Nos sacs spéciaux en sont pleins à craquer. Ensuite, nous échangeons des poignées de main avant de nous disperser en silence sur le désert blanc et de disparaître dans la forêt de l'autre côté des lacs gelés. Notre groupe contourne un bras du fleuve et poursuit en direction du nord. À plusieurs reprises, nous sommes interpellés par des sentinelles et des chauffeurs qui, en raison de notre uniforme, nous prennent pour une patrouille de surveillance. Une fois, petit frère nous fait frôler la catastrophe en criant « Archlor » au passage d'un camion qui nous éclabousse de neige sale. Arrivés au pont routier, au sud de la Laponie, nous faisons nos adieux à l'équipe du légionnaire. Petit frère les encourage d'un ton paternel. « Faites-nous du beau boulot, les gars. Il faut que tout pète d'un coup dans un seul grand boom. Sans ça, ce putain de pont aura même pas une égratignure. Moi, si j'étais vous, je me demanderais de le faire à votre place. » Merde, tu n'es pas le seul à savoir faire sauter les choses, réplique le légionnaire avant de disparaître à la tête de son peloton. Les ponts, c'est sûrement ce qu'il y a de plus coriace à faire péter, explique petit frère à Porta. Si les charges sont pas placées au quart de poil, même 1 million de bombes synchronisées te feront pas un boulot correct. Fais bien attention de ne pas tomber sur un bec un de ces jours, lui conseille Grégor d'un ton lugubre. Il a une aversion maladive pour tout ce qui, de près ou de loin, touche aux explosifs. « Ça, c'est pas possible !» s'exclame petit frère outragé. « Quand il y a un compte à régler entre un pont et moi, c'est toujours ce putain de pont qui se retrouve le cul par terre. » Quelques heures plus tard, nous atteignons le pont qui nous a été assigné. Petit frère se met à tourner de ci de là et, avec un air appréciateur, palpe de la main les imposantes poutres d'acier qui constituent l'ossature de l'édifice. « Cré bon Dieu !» fait-il avec un sourire grimaçant. « C'est-y pas un joli pont que ce petit pont-là ?» Un train de marchandises, long d'1 kilomètre, passe dans un vacarme assourdissant. Sur la plateforme arrière d'un wagon-frein, un soldat vêtu de fourrure nous salue en agitant la main. Le gars ne sait pas encore quelle chance il a d'avoir pris ce train-là, énonce pensivement Porta. Bientôt, ce sera le terminus en enfer. S'attaquer à cet édifice est une rude besogne, plus rude que ce à quoi nous nous attendions. Il est pratiquement impossible d'escalader les piles de béton luisantes de glace. Il n'y a rien qui puisse nous servir de prise, rien que de la glace et du béton rugueux sur lequel nos mains se déchirent. Petit frère peste comme un forcené chaque fois qu'il retombe. Son élan l'entraîne sur la surface gelée du fleuve où il achève sa course dans de comiques glissades. Au bout de 20 tentatives infructueuses, Porta se met à jurer sauvagement. « Nom de Dieu! Quel est le putain d'imbécile qui n'a pas pensé qu'on allait avoir besoin de crampons ?» Au terme de plusieurs heures d'un exercice exténuant, nous parvenons enfin à nous hisser au sommet. Mais là, nous rencontrons un nouvel obstacle qui nous amène au bord du découragement total. Nous nous asseyons en silence, les yeux rivés sur le lacis rébarbatif de fils de fer barbelés qui tapissent la partie inférieure du tablier.
Cette épaisse broussaille métallique en protège tous les points vulnérables. « Oh Jésus, fils juif du Dieu allemand !» s'exclame Porta. « Il ne nous manque plus qu'à nous faire prendre dans ce piège à con avec nos bombes, et on va se retrouver à poil en moins de temps qu'il en a fallu à Adolphe pour nous faire enfiler nos uniformes. » Bordel de merde. Il en resterait même pas un bouton de culotte. Grommelle petit frère en regardant à travers les barbelés. Allons, allons, dit Porta avec philosophie. Avec notre savoir-faire germanique et la Sainte Vierge à nos côtés, on va peut-être pouvoir s'en tirer. Si au moins on arrive à passer sans toucher ce qu'il faut pas toucher, précise petit frère. Sinon, pour une fois, ça sera nous qu'on sautera en l'air. Du cran, souffle Grégor. Accrochez vos ceintures, conseille Porta en commençant à couper les barbelés. Bientôt, les premiers tronçons de fil rouillés cèdent sous sa pince. Ils se détendent brusquement et fouettent l'air en sifflant à quelques centimètres au-dessus de nos têtes. Mais Porta se fatigue vite. Il passe les pinces à petit frère qui s'attelle à la tâche comme un bulldozer. « Vas-y doucement, espèce de dingue !» supplie Grégor, terrifié. « Si par malheur tu sectionnes un mauvais fil, on est bon !»« Tiens !» s'exclame petit frère étonné. « Il y a une putain de mine par ici !» Il se penche en avant et prudemment attire la mine à lui. « Ah, voilà les fils !» annonce-t-il. Du doigt, il nous montre une série de câbles gris qui courent sous l'engin. « tout doux !» crie nerveusement Porta. « Laisse-la où elle est et dévisse la capsule. Nous, on va descendre un peu plus bas. C'est pas la peine que tout le monde se fasse tuer. » Sans une ombre d'émotion, petit frère entreprend de désamorcer la machine infernale. Il dévisse le détonateur et laisse tomber la mine. L'engin dégringole bruyamment et s'arrête au milieu de notre groupe, suspendu au bout de ses câbles. Nous avons tellement peur que nous osons à peine respirer. « Nom de Dieu ! Tu pourrais faire un petit peu plus attention !» crie Porta dans la direction de petit frère, qui vient tout juste de trouver 3 autres mines d'un type inconnu de nous. « Regardez-moi ça !» dit petit frère avec un air absorbé. « Il y a un petit bidule là-dessus qu'on peut plier. »« Surtout ne la baisse pas, putain de nom de Dieu !» hurle Porta affolé. « C'est le détonateur !»« Ben alors ?» demande bêtement petit frère. « Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Que je lui colle un coup de pied dans les gencives ? » « Laisse-le, ne le touche surtout pas !» rugit Grégor atterré. « Ben oui, mais si j'y touche pas, je peux pas continuer à couper les fils sans que ça pète !» explique petit frère en tâtant précautionneusement la mine la plus proche. « Est-ce que tu ne vois pas un clapet rouge sur le côté ?» demande Porta en se faisant le plus petit possible derrière un gros pilier de béton. Un train de marchandises arrive en ferraillant. Toutes les conversations cessent tandis qu'il roule au-dessus de nos têtes. « Saloperie ! Il se met à flotter maintenant !» dit petit frère étonné après le passage du train. « Tu parles, c'est un Popov qui t'a pissé sur la gueule !» lui crie Porta en se tordant de rire. « Le salaud, je vais l'étrangler !» rugit petit frère en agitant un poing menaçant vers le train qui disparaît au loin. « On ne s'en tire pas comme ça après m'avoir pissé dessus. Mais ça pue en plus. Une vraie fosse à purin. Oh ma parole, ce putain d'enfoiré de communiste m'a aussi chié sur le crâne. »« Tu pourras te laver quand on sera rentré, » ricane Porta. « Allez, vaut mieux prendre une merde sur la gueule plutôt qu'un éclat d'obus. »
Maintenant, regarde voir s'il y a un clapet rouge sur un côté de ces putains de mines. »« Ouais, y en a un, » l'informe petit frère. « Et un gros même. Et il y a aussi toute l'histoire de la révolution socialiste décrite à côté. »« Qu'est-ce que ça raconte ?» demande Porta. « Ça, je te le dirai quand on me paiera des appointements d'interprétant en russe, » répond petit frère hautain. « Bien, » reprend Porta. « Maintenant, allons-y doucement avec ce petit engin et voyons voir ce qui se passe. Écoute-moi bien. Enfonce le clapet rouge tout en maintenant le petit levier en position. Attention, si le levier bouge, ça pète. »« Très intéressant !» aboie petit frère dont la voix résonne en cascade dans l'infrastructure du pont. « Complètement cinglé, fou allié !» grogne Grégor en s'enfonçant dans la neige. « Pas la peine de te protéger comme ça, » dit Porta rassurant. « On est relativement à l'abri quand on est en bas. Les mines explosent toujours vers le haut. » Innocemment, je demande « Et petit frère ?»« Il sera mort pour l'honneur de la grande Allemagne, » répond Porta d'un ton fataliste. « Un nom de plus sur le monument érigé devant la caserne à la gloire des héros disparus. »« Voilà, j'ai enfoncé le clapet, » fait savoir petit frère d'un ton placide. « Et maintenant ?»« Fais-le basculer vers l'intérieur, mais doucement. Si elle commence à fuser, saute nous rejoindre en bas, et grouille-toi, à moins que tu ne sois fatigué de vivre. » Pour l'instant, elle est sage comme une image. Mais on sait jamais. Peut-être qu'elle me prépare un coup en douce. Maintenant, continue Porta, ouvre le couvercle, et glisse ta main dans la fente et cherche du doigt un petit machin carré que tu tireras vers le bas. Ça y est, je l'ai eu, dit petit frère satisfait, en lançant la mine dans le vide. Maintenant, je vais te faire un sort aux autres, en moins de temps qu'il n'en faut un Turc en rut pour enculer une demi-douzaine de putes. Fais quand même attention, avertit Porta, et surtout méfie-toi du petit levier. Si tu le laisses bouger d'un poil, ce sera ta dernière mine. Allez, allez, fait petit frère plein d'assurance. Pas la peine de chier dans ton froc, j'en ai encore jamais loupé une. Et voilà, on peut remonter. Maintenant fais gaffe à ce que tu coupes, dit Porta. Il se peut qu'un câble soit emmêlé dans les barbelés. Si tu le sectionnes, tu nous fais sauter la gueule. Nous abandonnons les détonateurs sous de gros cylindres d'acier. Porta estime qu'à cet endroit, il ne risque pas de nous jouer un mauvais tour. En prenant bien garde de ne pas effleurer une mine, nous nous frayons un chemin jusqu'au longeron de soutien du tablier. Je sens ma sueur ruisseler malgré le froid polaire. Face aux mines, je suis à peu près aussi courageux que Grégor. Durant les longues heures qu'a duré notre ascension, nombre de trains sont passés au-dessus de nous. Pour éviter une mésaventure semblable à celle de petit frère, nous nous couvrons la tête à l'aide de nos tapis de sol. Lorsque nous en avons terminé avec les barbelés, nous nous attelons au déchargement des traîneaux de munitions. Je suis désigné pour la plus sale besogne. Transporter les bombes depuis les traîneaux jusqu'au pied des piliers. Après 2 heures de ce travail éreintant, je me laisse tomber à terre et refuse de continuer si on ne m'accorde pas un peu de repos. Mes bras et mon dos sont tellement douloureux que le moindre mouvement me donne envie de hurler. Une discussion serrée s'engage entre Porta et petit frère sur la question de savoir lequel d'entre eux ira mettre les explosifs en place. « Et si on mettait un pilier chacun, ça irait plus vite ?» suggère petit frère qui meurt d'envie de voir les bombes en action. « Tu feras ce que je te dirai, gros tas de merde ambulant !» crie Porta en lui balançant une clé à molette. « Hé, t'es rien de plus que moi !»
proteste petit frère. Un caporal-chef, c'est un caporal-chef, et il y en a pas un qui a le droit de dire à l'autre ce qu'il doit faire. Où qu'on va, je te le demande, si un putain de caporal-chef commence à se croire permis de donner des ordres aux autres. Moi, j'ai suivi les cours de l'école militaire des explosifs de Bamberg, réplique Porta d'un ton narquois. Pendant ce temps-là, toi, tu te l'as coulé douce à l'école d'intendance de l'armée, à apprendre comment on massacre une choucroute. Même un type aussi borné que toi devrait être à même de comprendre que pour un travail comme celui-ci, c'est moi qui dois donner les ordres. Ça alors, ça me laisse baba, fait petit frère. Comme si j'y avais pas été à Bamberg moi aussi. Ils m'ont même donné une médaille pour ma diligence exceptionnelle qui a coûté la vie à 2 instructeurs. Au terme d'une longue argumentation, ils finissent par se mettre d'accord pour se partager le travail. Petit frère trouve un moyen très astucieux de fixer les charges aux piliers de façon à ce qu'elles ne glissent pas. Mais le plus important reste néanmoins de réaliser un bon câblage. La nuit est déjà très avancée lorsque nous avons fini avec la première extrémité du pont et Porta réclame son souper. La vérole qui te ronge le cul t'est montée jusqu'à la cervelle ? S'emporte Grégor, terrifié. C'est du suicide pur et simple de s'installer ici et de casser la croûte juste sous le pont de l'oncle Ivan. Ça, tu l'as dit, approuve petit frère très décontracté. Ça risque de lui faire un sacré coup s'il nous trouve là. Mais avec la plus grande obstination, Porta exige le dîner auquel il a droit d'après le règlement. Pendant que nous mangeons, des patrouilles de surveillance du NKVD passent sur le pont. Les hommes sont si près de nous que nous pourrions les toucher simplement en passant la main entre les madriers. La progression jusqu'à l'autre bout du pont est une véritable prestation de haute voltige. À plusieurs reprises, nous sommes très près de tomber dans le vide, et lorsque nous avons atteint notre but, nous devons à nouveau percer notre chemin dans ces damnés barbelés. Nous formons une chaîne pour amener les explosifs au pied de chaque pilier. Les charges d'amorce sont les plus dangereuses. Le moindre choc peut les faire sauter. Si nous en laissions tomber une, les patrouilles de surveillance seraient sur nous en moins d'1 minute. Et nous ne nous faisons aucune illusion sur le traitement qu'elles nous réserveraient. Tu t'en sors comme un chef, apprécie Porta en tapotant l'épaule de petit frère. Tant qu'on a la santé, répond le géant tout à son affaire. Il ricane de jubilation tout en assujettissant prestement les charges à la base d'un pilier de béton. Peu après, afin de disposer le câblage le plus vite possible, il avance sous le tablier du pont en se balançant comme un grand singe. Le simple fait de le regarder me donne le vertige. Mais comment arrive-t-il à faire des choses pareilles ? Grommelle Grégor plus mort que vif. Pour l'amour de Sainte Agnès, ne lui demande pas, conjure Porta. Tu le ferais tomber, il n'a aucune conscience des risques qu'il prend. Un très léger bruit nous fait lever la tête. 3 hommes de la sûreté russe sont en train de traverser le pont. C'est le cliquetis de leurs armes qui nous fait dresser l'oreille. Affairé qu'il est, petit frère n'a rien entendu et soudain sa voix tonitruante déchire le silence. « Ah, Adolphe !» hurle-t-il. « Si tu pouvais voir ce boulot !» Je dégage vivement mon pistolet mitrailleur de mon épaule et je vise les sentinelles. Au même moment, un train s'engage sur le pont à une vitesse d'enfer. Le crépitement de l'arme automatique se noie dans le vacarme. 3 hommes vêtus de longues capotes fourrées basculent par-dessus le petit parapet. Les corps tournoient et disparaissent entre les blocs de glace, loin, au-dessous de nous. Prudemment, Porta hasarde un œil entre 2 traverses. Par chance, il n'était que 3.
Dans un fracas de métal, le train traverse le pont. « Bah alors, qu'est-ce qui vous prend de canarder comme ça ?» demande petit frère étonné en passant la tête par-dessus une poutrelle. « Vous avez envie de foutre la trouille à tout le voisinage ?»« C'est simplement parce que t'es pas foutu de fermer ta grande gueule !» glapit Porta d'un ton meurtrier. « Combien de fois je t'ai déjà répété de ne pas parler allemand par ici ?» Par échange de signaux lumineux entre les différents groupes, nous parvenons à briser nos capsules de verre au même moment, de façon à synchroniser l'explosion des amorces. C'est essentiel avec un pont de ce type. Si la synchronisation est mauvaise, seuls quelques points seront endommagés sur toute la longueur de l'ouvrage, et les techniciens russes auront tôt fait de réparer les dégâts. Porta est le dernier à quitter la base du pont. Il déroule derrière lui un câble fin. Lorsque nous avons franchi en sens inverse le bras du fleuve, il connecte ce câble à la grosse boîte que petit frère porte sur le dos. De l'autre côté du lac, à distance respectable du pont, nous terminons nos préparatifs. Petit frère pompe comme un damné sur le levier de la génératrice afin de produire une charge d'induction suffisante, tandis que Grégor surveille l'ampèremètre pour nous dire quand il y aura suffisamment de courant. Au terme de cet épuisant effort, petit frère reprend son souffle quelques instants. Puis il allume un de ses énormes cigares. Il estime qu'un moment aussi grandiose mérite bien un cigare. Ensuite, avec l'expression d'un aumônier jetant une pelletée de terre sur la dépouille d'un felt-maréchal, il place le piston en position et émet un hoquet de jubilation anticipé. « Tenez bien vos bérets, les gars, c'est prêt à partir !» annonce-t-il solennellement. « N'appuie pas là-dessus avant que je te le dise !» avertit Porta très nerveux. « Il faut attendre que les amorces soient parties, sinon ce putain de pont n'aura pas le moindre petit bobo. » « Crédieu !» s'exclame petit frère avec angoisse. « Ça ferait comme si t'allais au ciné et qu'au beau milieu de la séance, on s'aperçoive qu'un sale youpin a carotté une bobine de film ?»« À peu près », répond très sérieusement Porta. « Et ça peut arriver. J'en ai fait l'expérience une fois à Berlin. »« T'affole pas », fait petit frère rassurant. « J'en ai encore jamais vu un qui me résiste, et c'est pas ce petit pont de mes deux qui va commencer. »« Tu as dit ce petit pont ?» demande Grégor sidéré. « Moi, je n'en ai encore jamais vu d'aussi monumental. »« Alors profite bien du spectacle pendant qu'il est temps. » s'esclaffe petit frère avec un gloussement rauque. « Dans 2 ou 3 minutes, la fête sera finie. » Un train de marchandises poussé par 2 grosses locomotives s'engage à petite vitesse sur le pont miné. Un fanion rouge flotte sur chacune des voitures. « Ô grande Sainte Agnès, belle mère de Dieu !» s'écrie Porta les yeux écarquillés. « Un train de munitions !»« Et regardez-moi ces citernes bourrées d'essence !» ajoute petit frère en indiquant au loin la route parallèle à la voie et sur laquelle s'avance un interminable convoi de camions. « Accrochez-vous bien au sol !» nous conseille Porta d'un ton inquiet. « Sinon vous risquez de vous envoler en compagnie de ce foutu pont. » La colonne de camions est longue d'1 bon kilomètre. Grégor l'observe à la jumelle. « J'espère qu'ils ne s'apercevront de rien quand les amorces commenceront à fuser, » dit-il l'air sombre. « Bon Dieu, il y a assez d'essence là-dedans pour ravitailler une armée entière. »« T'inquiète pas, » fait petit frère d'un ton paternel. « Ils voleront autour de la Voie lactée avant d'avoir eu le temps de se demander ce qui se passe. » « Quelle connerie !» lance Porta fortement contrarié. On aurait dû prévoir une marge plus courte pour l'explosion.
Vous voyez, on a tort de croire tout ce que nous racontent ces tocards de Bamberg. On en sait plus qu'ils ne pourront jamais en apprendre dans tous leurs bouquins. » De nouveau, Grégor examine le convoi à la jumelle. « Si ça ne saute pas, on est bon pour le conseil de guerre, » dit-il lugubre. « Oui, » reprend Porta avec un gros éclat de rire. « Mais si ça saute et que les rousskis nous tombent sur le poil, alors là, devine un peu à quel genre de conseil de guerre on va avoir droit. » « Oh, arrêtez de radoter comme ça, » dit petit frère optimiste. « De toute manière, dans l'armée, tu peux rien faire sans risquer de te faire foutre dedans. Les tribunaux militaires, ils sont toujours prêts à te tendre les bras. » Avec un grondement sourd, le train progresse sur le pont, tandis qu'un autre train approche en sens inverse. « Dommage !» soupire amèrement petit frère. « Celui-là, c'est seulement les consignes vides qui reviennent. » Soudain, 2 flammes étincellent à chaque extrémité du pont. « Les amorces sont partis !» crie Porta en braquant les yeux sur l'immense édifice de béton et d'acier. De tout son poids, petit frère écrase le piston de la boîte de mise à feu. Une seule et fantastique flamme de couleur jaune-rouge jaillit dans le ciel, puis se déploie pour former un champignon de dimension colossale. En un seul morceau, le tablier du pont se soulève vers les nuages gris et menaçants. Les 2 trains de marchandises s'élèvent avec lui sans qu'aucune voiture ne déraille. Et soudain, le tout se volatilise en millions de fragments. Une paire de bogies s'écrase avec fracas à quelques mètres de nous. Les camions-citernes roulent en convoi tellement serré qu'aucun d'eux ne parvient à faire demi-tour. Les véhicules sautent et tournoient dans les airs. Des cascades de carburant enflammé se déversent sur le lac gelé. Les lourdes citernes sont projetées vers le ciel comme de simples jouets. L'essence gicle, se répand, et partout donne naissance à de nouveaux foyers rougeoyants. Puis, avec un léger temps de retard, le souffle d'une formidable puissance nous atteint. Je glisse de plusieurs centaines de mètres sur la glace, mais tout se passe si vite que je n'ai même pas le temps d'avoir peur. Petit frère, suivi de la boîte et des câbles, traverse le lac en volant comme une fusée et disparaît entre les arbres sur l'autre rive. Porta est éjecté en l'air. Il décrit une courbe serrée, tourne plusieurs fois autour de son axe et retombe dans une énorme congère de neige. Grégor a complètement disparu. Nous le découvrons finalement au fin fond d'une ravine, coincé dans une faille entre 2 arbres tordus par la tourmente. Nous avons toutes les peines du monde à le dégager. « Par sainte Barbara !» s'exclame Porta. « Ces bombes synchronisées ont fait un sacré bon boulot. Ils vont nous arracher les couilles s'ils nous mettent la main dessus. » prédit Grégor d'un ton macabre, tout en jetant alentour des regards effarés. « Pour le moment, » fait Porta, euphorique, « ces chers Popov ont d'autres chats à fouetter, et ça leur apprendra à rouler en plein phare avec leur camion comme si on comptait pas pour du beurre. » Ça, maintenant, ils ont sûrement compris que c'était la guerre, dit petit frère avec un ricanement de satisfaction. Allez, maintenant grouillons-nous, décide Porta. Il y a encore quelques heures d'ici au point de rendez-vous, et on n'a pas prévu d'attendre les traînards. L'idée qu'on pourrait avoir à se débrouiller tout seul pour rentrer à la maison ne m'enchante pas du tout. Tout le monde est là lorsque nous arrivons. Toutefois, nous pouvons constater que cette action n'a pas été menée sans perte conséquente. La première section est tombée dans une embuscade,
avant d'avoir atteint son but. Les hommes ont été exécutés sur le champ et leurs cadavres laissés en pâture aux loups. La deuxième section, celle du vieux, a perdu 9 hommes. Quant à la troisième section, elle ne compte plus que 5 hommes, les autres ayant été tués par une explosion prématurée. « Pulvérisé !» nous raconte un caporal avec des gestes éloquents. « Vous avez fait un sacré foin !» dit le Westphalien. « Qu'est-ce que vous avez donc fabriqué ?»« On s'est offert quelques tonnes de leurs munitions en supplément, pendant qu'on y était. » Explique Porta non sans vanité. « Et pas la moindre blessure ?» demande Barcelona éberlué. « Si, des blessures morales, » répond laconiquement Petit Frère. Le lieutenant Blücher a disparu sans laisser de traces avec la plus grosse partie de la 4e section. Seuls 8 hommes parviennent au point de ralliement, et ils sont dans un tel état de choc que nous ne pouvons en tirer aucune explication cohérente. Ils nous bredouillent des histoires sans queue ni tête, où il est question de patrouilles de surveillance et de torture. Lorsque nous serons rentrés, ils seront vraisemblablement dirigés vers des sections psychiatriques. Quelques hommes de plus, frappés de ce mal étrange qui s'empare souvent des soldats en mission derrière les lignes ennemies. Pendant 3 jours, nous vivons enterrés dans une balka. Avant de nous remettre en route, nous attendons que s'apaise un peu l'intense activité que les Russes ont déployée à la suite de nos sabotages. À plusieurs reprises, nous entendons leurs skis crisser sur la neige non loin de l'endroit où nous sommes tapis. Nous sommes complètement en éveil. Les pilules de Pervitini veillent. Porta essaie de tromper notre lassitude en racontant l'histoire d'un caporal qu'il a connu à l'école des explosifs de Bamberg. C'était un caporal qui venait de Dresde. Vous vous rappelez ce Russe qui était passé de notre côté à Kharkov et qui passait son temps à manger des vêtements comme une mythe? Eh bien, le caporal était aussi cinglé que ce Russe. Mais lui, il était mangeur de verre professionnel. Dès qu'il apercevait un miroir ou un objet de verre un peu coûteux, il l'attrapait et le mangeait. Bien vite, on s'est retrouvé sans un seul miroir dans toute la compagnie. Le caporal mangeur de verre les avait tous bouffés. Ceux des autres compagnies venaient nous rendre visite tous les soirs, en apportant des miroirs et autre chose en verre. Ils mangeaient tout. Naturellement, on les faisait payer pour voir le spectacle. Et c'était moi qui tenais la caisse. Seulement, au bout de quelque temps, le type s'était goinfré toutes les glaces du régiment. On n'en trouvait plus qu'au compte-gouttes, et ça faisait sacrément monter leur prix. On a réussi à éviter la pénurie totale en piquant des miroirs en ville. Mais bientôt, il n'a plus été possible d'en dénicher un seul dans tout Bamberg. Comme de bien entendu, l'affaire est arrivée aux oreilles des Kripos. Au début, ils ont bien rigolé. Ils ne croyaient pas qu'un type soit assez dingue pour bouffer des miroirs. Celui qui leur avait raconté l'histoire a été flanqué au trou. Seulement ça a changé de musique le jour où ils se sont rendus compte que leurs propres glaces avaient toutes disparu. Et puis, c'est le miroir du Gauleiter qui s'est envolé. Un peu plus tard, celui du général. Les affaires marchaient bien, et j'aurais pu en profiter comme ça pendant toute la durée de mon stage à Bamberg, si cet imbécile ne s'était pas mis dans le crâne de postuler un emploi dans KDF. La folie des grandeurs s'était emparée de ce pauvre type. Il en était arrivé à se convaincre qu'il était un artiste, et même que cela intéresserait sûrement Adolphe de le voir manger du verre. Le directeur des loisirs à Bamberg, c'était un aumônier, l'a flanqué à la porte avec perte et fracas. Il hurlait « Mangez du verre, un art! Vous allez avoir de mes nouvelles, caporal, croyez-moi !» Le même soir, il s'est fait ramasser par les flics militaires.
Le curé s'était occupé de son cas. Bien sûr, j'ai fait tout mon possible pour le sortir de là. Il valait de l'or, ce type. Mais manque de chance, il s'était pendu dans sa cellule. Sur le mur, il avait écrit ces dernières paroles. « Manger du verre est un art, Heil Hitler !» Moi, raconte Petit Frère, j'ai connu un mec qui bouffait des lames de rasoir et qui les chiait sous forme de petites barres d'acier. Après cela, il les vendait aux poivreaux du Reeperbahn. De bonne heure, par une matinée grise, nous réintégrons nos lignes. Les morts de la nuit sont encore étendus alentour. Les Russes ont bombardé le secteur pendant 30 minutes d'affilée. Une petite vengeance lorsqu'ils ont compris que nous étions parvenus à repasser de l'autre côté. Des camions viennent nous prendre un peu plus tard dans l'après-midi. On nous dépose si loin derrière la ligne de front que le grondement des canons n'est plus qu'un bourdonnement distant. Pourtant, pendant plusieurs jours encore, nous restons dans un curieux état. Nous braquons nos pistolets mitrailleurs sur tous ceux que nous croisons en criant « Stoi ». Nos têtes sont encore pleines du crépitement des PM et du sifflement aigu des couteaux de combat. Mais après quelques séances de sauna et quelques parties fines avec des demoiselles en uniforme, le malaise s'estompe peu à peu. Seuls les hommes de la 4e section ne parviennent pas à se libérer de leur mal. Ils sont tellement atteints que force nous est de les ligoter avec leurs propres ceinturons, en attendant qu'on vienne les prendre pour les conduire au département psychiatrique. Nous ne les verrons plus. Puis vient le moment de repartir. D'autres hommes ont empli les trous qui s'étaient formés dans la compagnie. De nouveau, nous nous sentons presque bien. Nous nous sommes enfin libérés de cette peur perpétuelle d'être tués partout où nous mettons le pied. Lorsque ceux qui, de bonne foi, s'élèvent contre le règne de la terreur seront eux-mêmes envoyés dans les camps de concentration et taxés de calomnie, alors quelque chose, au cœur même de ce mouvement, sera pourri. Colonel général von Fritsch, 6 juin 1936. Pendant toute la durée du trajet de retour au camp, Petit Frère garde la tête à l'extérieur du camion. Il espère que l'air frais apaisera un peu la douleur de son visage tuméfié et écorché. Il vient en effet de soutenir un combat de lutte libre de 3 heures contre une géante finlandaise. La prime offerte au vainqueur de cette femme colosse était de 1500 marks finlandais et de 12 bouteilles de vodka. « On peut déjà considérer qu'on les a dans la poche », déclare Petit Frère en se glissant souplement sous les cordes du ring. Pour commencer, elle lui croqua un gros morceau du nez, qu'elle se mit à mâcher comme un chien l'aurait fait avec une saucisse. Puis après, c'est une partie de l'oreille gauche qu'il perdait. Comme il ne voulait toujours pas abandonner, elle lui brisa 3 doigts de la main droite et lui arracha pratiquement l'auriculaire gauche. Petit Frère ne s'avoua définitivement vaincu que lorsqu'elle commença à lui écraser les testicules. Comme nous les regardions se diriger tous deux vers l'infirmerie de campagne, une chose singulière attira notre attention. La femme marchait à reculons. Ce n'est que plus tard que nous apprîmes le fin mot de l'affaire. Petit Frère lui avait tordu et retourné les pieds si bien que les talons se trouvaient orientés vers l'avant et les pointes vers l'arrière. Dans le fond du camion sont entassés quelques étranges soldats qu'on nous a envoyés chercher. Ils braillent, poussent des cris stridents et parlent comme s'ils avaient une pomme de terre brûlante dans la bouche. Ils font partie du 999e bataillon du génie, mais aucun d'eux ne porte de signe distinctif de rang ou de grade. Ils ne sont pas armés. Quand nous leur adressons la parole, ils se mettent à rire comme si nous avions dit quelque chose de drôle.
C'est le vieux qui, le premier, comprend qu'il s'agit de malades mentaux. Juste avant le début de la grande offensive, ils sont placés sous le commandement de quelques SS de la brigade d'Irlewanger et envoyés dans un champ de mines pour le faire sauter. En 1940, l'armée française se servait de porcs pour ce travail, mais en accord avec les nouvelles lois sur la pureté de la race, tout matériel humain inutile doit être éliminé. C'est pourquoi les chefs du 999e bataillon du génie ont conçu cette idée afin d'utiliser jusqu'au bout les débiles mentaux au lieu de se contenter de les expédier à Giessen pour qu'ils y soient tués d'une piqûre. Une façon comme une autre de se livrer à une pratique connue sous le joli nom d'euthanasie. Le groupe de combat. Le gel fait craquer les arbres. La neige poudreuse, soulevée par la tourmente, fouette les visages mordus par le froid. Jamais nous n'aurions imaginé qu'il puisse faire si froid. Nous sommes de la viande congelée vivante. Nos os craquent à l'intérieur de nous-mêmes et notre chair meurtrie pend en lambeaux. Des restes humains et des entrailles sanglantes se balancent dans les fourrés couverts de neige. Une MG42 crache la mort. Les mortiers lourds expulsent leurs obus avec une détonation mate. Un renne retombe du ciel, les pattes en l'air. Dans sa chute, il pousse des cris suraigus difficilement supportables. Il s'écrase sur la neige gelée et se désagrège dans un geyser de sang et de tripes. Deux officiers russes, vêtus de longues capes de fourrure, sortent des taillis en titubant. Il est impossible de dire lequel des deux soutient l'autre. Ils se tordent de rire en se donnant de violentes bourrades. Sont-ils fous ou complètement ivres ? L'un d'eux a perdu sa casquette fourrée. Ses cheveux roux, épars et coupés courts, pointent sur son crâne comme les soies d'un porc. De grands trous émaillent son visage mangé par le froid. Le légionnaire fait pivoter sa mitrailleuse sur eux. Les balles traçantes se noient dans le ventre des deux hommes. Sans desserrer leur étreinte, ils tombent dans la neige qui rapidement se teinte de rouge. Leur rire dément s'éteint dans un long gargouillement d'agonie. Un orgue de Staline gronde. Des roquettes déracinent les arbres et la neige bouillonne comme une béchamel. Une fumée empoisonnée, rouge grisâtre, s'étale en nappe au niveau du sol. Quelques hommes mettent leur masque à gaz. La fumée nous déchire les poumons. Se serait-on décidé, d'un côté ou de l'autre, à faire usage des gaz ? Ce n'est pas si invraisemblable. Nous avons tous des cartouches de gaz, et il va de soi qu'on ne nous les a pas fait apporter ici simplement pour le plaisir. Machinalement, je cherche mon masque à gaz, et puis je me rappelle, il y a belle lurette que je l'ai jeté. Le sac dans lequel il se trouvait est plein d'un tas de choses, mais pas de masque à gaz. C'est un petit sac très pratique pour garder, par exemple, des cigarettes au sec. Je vois autour de moi que je ne suis pas le seul à chercher ainsi un masque à gaz inexistant. La fumée épaissit, obscurcissant tout. Nous ne voyons plus sur quoi nous tirons, mais nous continuons à tirer jusqu'à ce que nos armes soient rougies à blanc. Un traîneau blindé passe comme un spectre. De sa meurtrière avant jaillissent de grandes langues de feu. Il est si près qu'en tendant le bras, nous pourrions toucher ses chaînes cliquetantes. Porta lance une mine sous la tourelle. Des débris humains sont éjectés par le couvercle abattant. Une gigantesque flamme orangée monte vers le ciel et une puissante vague de chaleur s'étend sur nous comme une couverture. L'acier teinte contre l'acier. La terre gelée craque et gémit. Une odeur pestilentielle de sang et d'huile brûlée nous enveloppe. Nous entendons des hurlements animaux qui viennent de la forêt. C'est une horde de soldats vêtus de fourrure qui fondent sur nous la laine fumante. Les armes automatiques aboient jusqu'à ce que les magasins soient vides. Ensuite, la lutte se poursuit à coups de couteaux de combat, de baïonnettes et de sabres tranchants. Le combat est tellement acharné dans ce corps à corps diabolique que personne n'a le temps d'avoir peur de la mort. Les yeux me cuisent. Une douleur m'aiguillonne le cœur comme une baïonnette.
Mes mains sont gluantes de sang. Je manie mon sabre devant moi comme un fléau. Il faut à tout prix que je les tienne à distance. Un lance-flamme crache avec un sifflement strident. Une odeur d'huile chaude et de chair brûlée s'élève. C'est Porta. Petit frère suit en portant le réservoir plein de carburant. Implacable, l'horrible flamme balaie la neige en mugissant. Des corps humains brûlent, des arbres brûlent. On dirait que même la neige est en feu. Satan lui-même serait terrifié à la vue d'un lance-flamme en action. Même en enfer, cet appareil ferait figure de raffinement dans la cruauté. Le feu gicle dans les yeux. Des visages éclatent comme des coquilles, des corps sont projetés vers le ciel arctique et retombent dans la neige. Les morts sont tués 1 fois, 2 fois, 100 fois. Un rata sort des nuages en hurlant et, telle une comète, pique vers le sol. Il explose comme un immense pétard doré. Les aurores boréales étincellent dans le ciel comme une mer de flammes sauvages et folles. La terre est un gigantesque abattoir et pue comme des latrines. Je ressens un choc à l'épaule. Je plaque le fusil mitrailleur contre moi et je fonce en avant en haletant et en toussant. Haïdeu, qui est à mes côtés, se laisse dégringoler au bas d'une pente. Un pistolet mitrailleur crache une longue rafale bégayante. Je déploie le support du FM, je me jette à plat ventre derrière l'arme et je presse la crosse au creux de mon épaule. Haïdeu guide le long ruban de cartouches. Je les entrevois une fraction de seconde. Le FM jappe et les balles traçantes volent entre les arbres. Une forme blanche lève les bras. Le kalachnikov tournoie au-dessus de sa tête. Un long hurlement aigu. Une grenade à main voltige dans les airs. Un bruit mou, puis tout est silence. « Allons-y !» crie Haïdeu. Déjà, il est en train de filer. J'enroule la bande de cartouches autour de la culasse, je balance le FM sur mon épaule et je fonce sur ses talons. À aucun prix je ne voudrais me retrouver seul. Je hurle « Attends-moi !»« Va te faire foutre !» réplique Haïdeu sans ralentir son allure. Il n'existe rien de pire qu'une retraite. C'est une course effrénée avec la mort sur les talons. Porta arrive à ma hauteur et me dépasse dans un tourbillon de neige. Petit frère suit de près en cahotant. Sur le dos, il porte les 2 lourds réservoirs du lance-flamme et d'une main, il agrippe son chapeau melon gris clair. Et c'est la chute. Je m'affale dans la neige. Un instant, je perds conscience, passant de la réalité à un cauchemar effroyable. « Debout !» hurle Grégor. « Sinon je t'envoie rejoindre tes aïeux à coups de pied dans le cul !» La fureur me redonne des forces. Je me relève et en trébuchant, je repars sur la neige molle. Arrivés dans les profondeurs de la forêt, nous nous rassemblons et formons un groupe de combat. Ou plutôt un mélange hétéroclite d'armes de toutes sortes. Des fusiliers sans fusil, des troupes blindées sans chars, des cuisiniers, des infirmiers, des chauffeurs. Il y a même 2 marins. Une bien curieuse mixture. Un colonel d'infanterie que nous n'avons encore jamais vu prend le commandement. Sur un œil, il porte un monocle fermement engoncé. Il semble savoir ce qu'il veut. « Foutons le camp d'ici le plus vite possible », dit Barcelona en poussant un chargeur neuf dans son PM. « Tout ça pue à plein nez l'héroïsme et le crépuscule des dieux. » « Mais où est donc passé l'oncle Ivan ?» se demande Porta en regardant par-dessus un grand parapet de neige tassée. Dans le courant de la nuit, nous construisons des nids de mitrailleuses dans des trous protégés par de gros blocs de glace. Puis nous faisons un feu dans lequel nous mettons à chauffer des pierres plates que nous fixons ensuite sur les culasses des armes à l'aide de sous-vêtements de laine. La vie dans l'Arctique nous a appris de nombreuses choses qu'on ne nous enseigne pas à l'instruction. Malheureusement, avant même d'avoir fini d'édifier notre position, nous devons à nouveau nous replier.
Nous avons plus de 300 blessés avec nous et absolument rien pour les soigner ou les soulager. Toutes les trousses de premiers secours sont vides depuis longtemps et nous faisons des bandages avec des lambeaux de vêtements crasseux. Une puanteur de chair pourrie plane au-dessus de ces cadavres vivants. Ils implorent notre aide en tendant vers nous leurs bras squelettiques. Certains demandent une arme pour en finir avec leur souffrance. D'autres reposent en silence et nous fixent de leurs yeux qui implorent la pitié. « Ne nous abandonnez pas, camarades !» supplie un adjudant mourant, tandis que je passe près de lui avec le FM sur l'épaule. « Ne nous laissez pas aux Russes !» gémit un autre. Je garde les yeux obstinément braqués dans le vague. Il ne faut pas que je les regarde. Heureusement, les infirmiers arrivent et les emportent sur les tas de branches qui leur servent de lit. Nous les emmenons avec nous, comme l'a ordonné le colonel. Personne ne doit être abandonné à l'arrière. Avec de jeunes arbres, nous fabriquons des traîneaux sur lesquels nous couchons les blessés. Quand ils meurent, nous jetons leur corps et nous continuons. 4 jours plus tard, nous arrivons au pied de 2 collines à l'aspect insolite. Elles ressemblent à des pains de sucre. Le froid est maintenant tellement intense que nos narines sont bouchées par de la glace et que nos larmes se transforment instantanément en petits glaçons. Le métal devient cassant comme du verre, les arbres éclatent avec de sinistres craquements. Grégor regarde son nez dans sa main. Incrédule, il palpe le trou sur son visage. De nouveau, il regarde le nez posé sur sa paume. Soudain, il réalise. « Nom de Dieu !» hurle-t-il. Il se met à pleurer comme un gosse et jette le nez au loin, puis son PM. Haïdeux, le super soldat, est le seul à garder son sang-froid. Vif comme l'éclair, il couche Grégor sur le dos. Le légionnaire est allé ramasser le nez. « Tenez-le bien !» crie Haïdeux. « Il faut absolument lui recoudre ça. » « Tu crois que c'est bien la peine ?» persifle Porta. « C'était pas un très joli nez. » Sans tenir compte des vociférations de Grégor, Haïdeux recoue le nez. Ensuite, il arrache le pansement souillé d'un cadavre et fixe l'appendice en position en nouant la bande autour de la tête de notre camarade. « Tu crois pas qu'il faudrait mieux lui faire une double couture pour qu'il puisse plus l'enlever ?» demande petit frère en tendant une bobine de gros fil. Grégor pousse des gémissements. Malgré l'effet anesthésiant du froid, l'intervention est terriblement douloureuse. Haïdeux n'est pas, à proprement parler, un spécialiste de la chirurgie esthétique. L'aiguille qu'il emploie lui a été fournie par un vétérinaire, qui s'en servait pour recoudre les blessures des chevaux. « Espèce de branleur !» jure-t-il en tirant sur le nez de Grégor pour s'assurer qu'il est bien attaché. « Tu crois qu'on peut perdre sa bite avec le froid ?» questionne petit frère, inquiet. « Ça peut arriver », répond Porta railleur. « L'Institut scientifique militaire de Leipzig a établi des statistiques sur la question. Il en ressort que très exactement 32% des soldats exposés à des températures polaires rentrent au pays sans pivot de la joie. » « Jésus-Christ Tout-Puissant, fils juif du Dieu allemand !» grogne petit frère. Qu'est-ce qu'on pourra bien raconter au putain du Reeperbahn si on rentre sans quéquette? De toute manière, ironise Barcelona, tu n'auras pas plus d'avenir dans le métier de maquereau si ce sont les ours polaires qui se font un casse-croûte avec ton vieux service 3 pièces. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.